Ben, merci beaucoup, Louis-Alexandre. C'est un plaisir d'être là. Merci à tous de nous écouter. C'est avec plaisir que je parle de tokenisation immobilière. Je le fais maintenant depuis 3 ans. Je vais dire un mot rapide sur mon frère et moi. Nous avons cofondé Realty Oui. ensemble en 2019. Avant ça, nous venons de l'industrie vraiment immobilière, où nous avons grandi un portefeuille d'immobilier résidentiel. On a démarré dans les années 90 jusqu'en 2007. On l'a grandi au fur et à mesure des années. Donc, on est vraiment… Alors, notre expertise dans l'immobilier est un marché local, une expertise locale. Je le dis, je le dirai jamais assez. Donc, notre expertise, c'est vraiment l'immobilier résidentiel classé Canada, États-Unis. Et donc, c'est l'immobilier qu'on a sélectionné pour quand on a confondé Realty. Donc, on est vraiment issu de cette industrie, l'industrie immobilière. Nous avons découvert en 2011, fin 2011, début 2012, Bitcoin. À l'époque, on parlait Bitcoin, on ne parlait pas blockchain. Et on s'est pris de passion pour, mon frère et moi, on a toujours été associés. Et nous sommes devenus les premiers mineurs industriels, parmi les premiers mineurs industriels des États-Unis. On va le faire aux États-Unis. En 2013, on a fondé la première ambassade Bitcoin au monde, sur le boulevard Saint-Laurent. On a dédié une de nos propriétés à la communauté Bitcoin. Et donc, on est aussi des vétérans de l'industrie blockchain. On a grandi avec. Donc, mon frère et moi avons l'avantage que nous venons vraiment légitimement des deux industries. Et notre rêve était toujours de pouvoir tokeniser l'immobilier, qui est le sujet aujourd'hui. Les avantages pour nous étaient évidents. On comprenait tout de suite les avantages que la blockchain pouvait amener à de l'immobilier et les points douloureux que ça peut résoudre dans la liquidité et dans l'accès. Ce n'était pas possible pendant des années pour des raisons juridiques et technologiques. Par contre, quand Ethereum est venu, la technologie a fait un bond en avant qui permettait la tokenisation. Mais le juridique n'a pas suivi. Il a fallu attendre 2018 pour que le juridique suive et reconnaisse qu'un token soit réellement un titre, un security token, donc une valeur mobilière. C'est ce qui a permis à Realty d'exister. On a donc créé Realty en février 2019 suite à cette évolution juridique aux États-Unis. Alors juste, j'en reviens sur une petite considération. Ce qui est vrai d'un certain côté de l'Atlantique n'est pas toujours vrai de l'autre côté de l'Atlantique. Je m'explique. Une chose est sûre, c'est qu'en France, on a dit que un token n'était en aucun cas une valeur mobilière. Il y a aussi des problématiques pour lesquelles certains actifs ne sont pas déterminés en droit. Donc, en comptabilité, c'est d'autant plus difficile de les valider aussi et de les traiter. Et en fiscalité, ben, je vous laisse imaginer la complexité. Et petite parenthèse là-dessus, on aidera lors d'un deuxième webinaire les gens à se poser les bonnes questions pour leur déclaration. Donc, en tout cas, pour revenir à Jean-Marc, si j'ai bien compris, on lève les obstacles les uns après les autres. Le premier levé, c'était finalement, il était technique, et après, le deuxième levé, c'était juridique, si je comprends bien. Absolument. Mais pour revenir à l'Europe, je pense qu'il y a une évolution de la loi qui va reconnaître les tokens en valeur mobilière. C'est vraiment en cours si ce n'est déjà acté. Par contre, vous avez tout à fait raison. Ce qui est possible aux États-Unis ne l'est pas en Europe aujourd'hui de par la façon dont les valeurs mobilières sont traitées. Je vais donner un exemple très simple, les droits de mutation. Voilà. Donc déjà là, ce que nous on fait avec les security tokens, donc les tokens qui sont des valeurs mobilières, ce que nous on fait chez Realty, c'est impossible de faire la même chose en Europe, pour l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de politiques, beaucoup de lobbying. Aujourd'hui, le modèle qui fonctionne aux États-Unis et dont un Européen peut souscrire, il peut investir dedans. Par contre, si on veut le faire avec une structure européenne, ce n'est pas aujourd'hui possible. Donc, il a fallu effectivement attendre que le juridique suive, que la tech et le juridique. Une fois que c'était fait, il a fallu éduquer. Il a fallu éduquer les gens. Qu'est-ce qu'un security token? Comment est-ce que ça fonctionne? Il a fallu créer les départements de Legals and Compliance. Et il a fallu construire. Ensuite, il y avait la question, très bien, ok, ça me paraît hyper compliqué ce machin de tokenisation. Pourquoi? Pourquoi tokeniser? Quel est l'avantage? Quels sont les buts de faire un token par rapport à un investissement
dans des REITs aux États-Unis qui sont comme des SCPI mais cotés en bourse et ou dans un fonds immobilier par exemple. Ce sont les avantages. Il va falloir répondre à ça. Et au début, les premiers token holders, ils venaient évidemment de la cryptosphère. C'était des gens qui avaient déjà leur wallet, comme on dit, et qui connaissaient la tech. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, chez Realty, vous pouvez investir sans rien comprendre à la tech. On a complètement caché tout ce qui est technologie si vous le souhaitez. Vous avez une interface online banking, web 2.0, si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir votre wallet si vous le souhaitez aussi, les deux. Donc, on parle beaucoup de tokenisation immobilière, on parle beaucoup de comparatifs avec les SCPI ou avec les fonds immobiliers et où est-ce qu'on va dans un futur? Est-ce que ça va devenir la norme ou est-ce que ça va être partout et courant? On est persuadé qu'à travers le monde, d'ici une dizaine d'années, on retrouvera la tokenisation immobilière absolument dans tous les pays et partout. C'est inévitable. Ça avance, il y a trop d'avantages. Maintenant, chaque pays a sa propre façon de protéger l'immobilier. Donc, chez Realty, où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire en toute humilité, on est les leaders de la tokenisation mondiale et peu importe les métriques. Nous avons tokenisé plus de 63 millions de dollars d'immobilier. Nous avons plus de 265 propriétés, ça représente plus de 1200 unités, et tout ça avec plus de 12 000 token holders, 12 500 token holders dans le monde. Une propriété, on va dire une propriété de 100 000 dollars, une petite maison ou un petit duplex de 100 000 dollars, il se vend en général à 300 personnes dans 80 pays différents. Il faut imaginer la chose, c'était quelque chose qui était vraiment impossible auparavant. Ça fait partie des avantages de la tokenisation, l'internationalisation et le nombre de participants qu'il peut y avoir dans une seule société qui détient un seul bien. Alors, chez Realty, quelle était la structure que nous avons optée? Je vais partager mon écran. Alors, je vais voir comment on fait. Alors, je n'ai pas l'option de partager mon écran. Je vais vous désigner puisque je l'ai pris avant. Vous l'avez pris. Je remarque, et donc je vais juste mettre une toute petite slide qui va résumer. Alors, share my screen, show my screen. Voilà. Donc, super. La structure est extrêmement simple. Nous avons une propriété qui est identifiée, que nous désirons soumettre à la propriété, à la communauté ou aux investisseurs. Nous la bloquons avec une offre d'achat. Donc, aux États-Unis, normalement, c'est 30, 60, 90 jours selon la taille de l'immeuble pour faire la due diligence. On met un dépôt, on la bloque, on fait notre due diligence. Si jamais on voit que c'est pas bon, ben on récupère notre dépôt et merci, au revoir. Si on voit que c'est bon, vers la moitié, généralement, on essaie de travailler rapidement. On dit très bien, cette propriété-là, on la veut. On crée une SPV. Donc, aujourd'hui, c'est une C Corp, c'est l'équivalent d'une SA ou SAS. Et on tokenise les actions de cette SA. Donc, vous savez, on les met sur une blockchain. Ensuite, on va vers la communauté, c'est-à-dire notre communauté Realty sur notre site web, et on propose on propose les actions, donc les tokens, à la vente. Avec la capitalisation reçue, nous avons l'argent pour aller au closing. On va au closing, c'est l'acte authentique, là, je pense en France, et nous payons, nous achetons donc la propriété. Le tout, l'exercice en entier prend environ, selon les propriétés, des fois il y a des diligences qui sont plus longues, mais on peut dire 30 jours à 60 jours maximum. Le temps de vente sur une propriété chez Realty a évolué. Et ça aussi, ça fait partie des avantages de la tokenisation quand c'est bien fait. Une propriété au début chez Realty avait mis, pour une petite maison de 65 000 dollars, qui était Marlowe. Marlowe est devenue une propriété iconique parce que c'était la première. On avait mis 5 mois. Donc, il faut imaginer la rentabilité que l'on peut avoir au niveau d'une compagnie si on vend 65 000 dollars en 5 mois. On prend qu'un pourcentage de ça, on ne va pas survivre. Mais ça, c'était au tout début. À la fin de l'année 2020, la moyenne de temps, c'était 3 heures. À la fin de l'année 2021, c'était plus que 2 minutes pour une propriété de 65 000 dollars. Aujourd'hui,
une propriété de 150 000 $ par en 30 secondes. Donc, ça fait partie des avantages. J'étais victime, Jean-Marc, de ça. Il y en avait une que j'avais repérée et boum, j'étais à table. Il ne faut pas le faire à ce moment-là, vous faites toujours à l'heure du dîner, vous. Et on va commencer à mix and match, on va changer les horaires. Donc, mais c'est très gratifiant de pouvoir le dire. D'un autre côté, ça a aussi des désavantages, comme justement les nouveaux qui veulent investir dedans n'ont pas le temps par rapport aux anciens qui ont déjà leur routine. Donc, nous avons introduit en 2022 des restrictions d'achat. Plus les tokens sont vendus, moins il est possible d'en acheter jusqu'à ce qu'on puisse en faire que un par achat par nouvelle personne. C'est-à-dire que ceux qui en ont déjà, ils ne peuvent plus en racheter. Ça permet d'avoir plus de token holders. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir plus de token holders? Parce que ça introduit la célérité du token, donc la vitesse, la liquidité. Si jamais il n'y a que 3 personnes, bon, bah, autant faire une cap table, autant faire une LLC avec des associés, et voilà, c'est fini. Donc le but là, c'est vraiment d'avoir le plus de personnes possible dans les limites juridiques de chaque pays. Encore une fois, on revient au Legal and Compliance, qui est le souci principal de notre industrie. Non, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la demande. Le souci principal, c'est le juridique et les accréditations. Donc, nous avons fait ces restrictions. Nous allons maintenant permettre à éventuellement d'autres acteurs de proposer leur immobilier sur notre plateforme. Pourquoi? Parce que quand on propose de l'immobilier doit être diversifié. Or, nous, on a fait ce que Rémi et moi, on connaît, notre expertise. Au bout d'un moment, c'est bien beau le high yield dans du classé, on aimerait avoir des biens plus patrimoniaux dans le portefeuille aussi, c'est important, ou du commercial, ou des résidences étudiantes. Or, nous, ce n'est pas notre expertise. Et on fait ce qu'on connaît dans l'immobilier, on ne s'improvise pas. Je ne vais pas venir en Espagne en disant j'ai fait de l'immobilier au Canada, je sais comment ça marche. C'est stupide. Donc, on permet à des experts dans leur niche, qui sont reconnus par leur pairs, et que des professionnels, attention, de maintenant avoir accès à notre plateforme pour pouvoir tokeniser leurs biens. Ça arrive, c'est quelque chose qui arrive d'ici mars de cette année. Alors, on est déjà en contact avec plusieurs acteurs immobiliers, des professionnels. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à un propriétaire lambda d'être token holder? Ma foi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'affect quand c'est sa propriété et les valorisations sont pas toujours en adéquation avec la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on enlève en faisant la tokenisation? On permet à des gens d'être propriétaires à travers une société, donc on est valeur mobilière, mais on enlève le jeu de offre contre offre. C'est pour ça que la valorisation du bien à l'achat doit passer par des professionnels du milieu qui sont accrédités, qui ont des expertises et qui sont reconnus. Parce que justement, ce qui fait un marché, c'est attention, moi, toi, tu me demandes, on a le tutoiement facile au Québec, hein, attention, tu me demandes 100 000 $ pour ta maison, elle en vaut 80 000, donc je t'en propose 80 000. Et ce jeu fait le marché. Il n'y a pas ça quand on achète un token. C'est quelque chose qu'on enlève. Ensuite, le juridique, c'est quelque chose qui complexifie les choses. Ça fait longtemps que nous regardons le marché européen, notamment en France, puisque je suis francophone aussi. Nous avons parlé à beaucoup d'acteurs, dont des SCPI et des choses. J'ai remarqué le travail phénoménal et remarquable des SCPI. Ce qu'ils doivent faire, c'est plus que des sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Ils ont un travail administratif et de gestion et de reporting et d'ingénierie fiscale qui est absolument incroyable. Donc, la tokenisation, je pense, quand on va arriver en Europe, c'est un accompagnement, une évaluation et une évolution pour certaines SCPI. Ça ne remplace en rien les SCPI. Il y en a ça sera encore nécessaire. Par contre, peut-être que la technologie de tokenisation peut aider des SCPI. Ils peuvent en profiter, l'utiliser. Et je pense que c'est cet angle-là qu'il faut faire avancer en Europe. Parce qu'il y a des avantages à la tokenisation, on en parle maintenant puisque ça fait 20 minutes, c'est l'inattendu. L'inattendu, c'est quoi? D'abord, la liquidité. L'accès, certes, l'accessibilité à 50 $, 50 €, 10 €, 20 €, peu importe. L'accessibilité, on la voit quand même déjà avec les SCPI, on les voit avec les REIT, mais
L'accessibilité, c'est la première chose, mais surtout, c'est la liquidité. Alors oui, les ACPI se veulent souvent liquides, elles ne le sont pas encore complètement. Les REIT se veulent liquides puisqu'ils sont à son côté. Le problème, c'est que les frais d'opération sont immenses. Donc, il y a des choses qui sont sacrifiées là. La liquidité avec les tokens est possible sur un marché secondaire ou un marché primaire. Il y a l'émetteur qui rachète une partie des actions dans des quantités préétablies et acceptées pour pouvoir le lister sur Realty. Donc, le marché secondaire se fait à travers la blockchain, à travers ce qu'on appelle les peer-to-peers, donc les marchés de gré à gré, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des DEX. Les DEX, c'est Decentralized Exchanges. Et ça ne marche pas nécessairement comme un système de gré à gré, ça marche par des pools de liquidités et des offres. C'est un autre système, il faut l'apprendre, ce n'est pas compliqué. Par contre, ce n'est pas un système de gré à gré dont on a l'habitude, dont on entend souvent parler. Il faut juste s'éduquer un peu. Ça marche en fait, juste pour faire un petit, juste Jean-Marc, pour expliquer aux gens, imaginons qu'on ait des gens qui veulent aller d'un actif A à un actif B. Quand on va sur un marché réglementé ou un marché de gré à gré, on a un carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'on a tous les gens qui veulent vendre, tous les gens qui veulent, par exemple, acheter un actif A ou un actif B. Et donc, il y a deux carnets d'ordre. Et là, imaginons que l'actif A, ça soit de l'euro et l'actif B, ça soit l'action Air Liquide. Eh bien, on va sur un marché et on voit Air Liquide et le carnet d'ordre. On voit tous les gens qui veulent rentrer, tous les gens qui veulent sortir. Là, dans le cas présent, imaginons que ça soit la possibilité d'acheter un token. Et donc, j'ai un actif qui peut être un stable token qui représente $1, un autre actif qui représente aussi bien un stable token ou un autre token. Eh bien, quelqu'un va être un provider de liquidité, donc il va être un fournisseur de liquidité. Il va dire, voilà, moi, je mets moitié-moitié de chacun ou une quantité différente et je vais apporter cette liquidité. Par contre, chaque fois qu'il y a une transaction dans un sens ou dans l'autre, ben moi, je vais prendre des fees, je vais prendre des frais. Donc, moi, je suis incentivé sur mon dépôt de liquidité parce que je prends des frais. Et en fait, il y a un smart contract, un contrat automatisé, non pas intelligent. Il n'y a rien d'intelligent, il est surtout automatisé. Et ce contrat, qui est un smart contract, va permettre de faire un échange automatisé, ce qu'on appelle un automatic market maker. Et donc, cet automatic market maker, c'est lui qui assure la liquidité, qui assure la pool de liquidité. Voilà, juste pour la petite partie technique crypto pour Jean-Marc. Alors moi, je vais copier votre intervention là et je vais la prendre par cœur. Je n'ai jamais entendu quelqu'un exprimer un DEX de façon aussi concise et simple. Donc, merci, c'est exactement ça. Donc, la liquidité, elle se construit avec la taille de la communauté, avec la taille des token holders. Et aujourd'hui, chez nous, elle est remarquablement profonde et réactive. Mais attention, et je le dis tout le temps, c'est un marché secondaire. C'est pas de la magie. C'est-à-dire que si jamais tout le monde veut vendre, il n'y a pas de problème. On arrête les transactions, on met la propriété en vente. On fait un vote, tout le monde veut vendre, d'accord, et on met la propriété en vente. Et il faudra qu'elle soit vendue sur le marché immobilier. Au prix auquel elle sera vendue, ça peut mettre du temps comme ça peut être rapide. Donc ça, il y a des gens qui pensent, il y a un marché secondaire, donc quoi qu'il arrive, il y a toujours quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que ça marche, un marché secondaire, il faut être clair. Donc, je vous tenais quand même à le souligner, c'est important pour ne pas qu'il y ait de mauvaises conceptions ou interprétations. Ensuite, il y a une autre chose qui est arrivée, que les gens n'ont pas vu venir nécessairement. C'est que chez Realty, nous avons décidé que toutes les propriétés ne seraient pas hypothéquées. On les achète cash. Pourquoi? Parce que pour éviter les risques, pour éviter les problèmes avec la banque, pour éviter 2008, pour éviter plein de choses. Et 2008 aux États-Unis, c'est bien ancré encore dans les mentalités. Donc, les gens ont dit, oh là là, Realty, ça va permettre 2008 à la puissance 10. Non, les propriétés ne sont pas hypothéquées, elles sont achetées cash, comptant. Ceci dit, l'effet de levier est un des avantages de l'investissement immobilier. Il est possible aujourd'hui d'emprunter contre son token. C'est au choix. C'est-à-dire qu'on prend son token, donc sa valeur mobilière, on la nantit sur une plateforme, on emprunte contre, et avec ça, on peut aller acheter d'autres tokens qu'on peut à nouveau mettre sur la plateforme pour à nouveau emprunter contre et acheter d'autres tokens. Et ça se fait en 3 clics. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de correspondance avec une banque ou une institution financière. Ce n'est pas basé sur votre crédit, ce n'est basé que sur la valeur du token.
Donc ça, c'est une révolution qui a eu lieu en avril 2022 chez Realty. On a lancé le RMM. Je vais ici essayer de voir si j'ai une photo. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. Là. Très bien, c'est fait. Et là, on a un dashboard donc du RMM qui est une plateforme décentralisée d'emprunt, de prêt et d'emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire décentralisé dans ce cas-là? Ça veut dire que toute personne peut être à la fois prêteur ou emprunteur, ou les deux. Et ça, c'est du jamais vu avant dans l'immobilier. Alors, les taux d'intérêt ne sont pas en corrélation avec les banques centrales. Les taux d'emprunt sont fixés par le marché lui-même, par l'offre, c'est-à-dire la quantité de biens qu'il y a, et par les gens qui mettent de la liquidité à nouveau. Ça marche un peu de la même façon qu'index, de la liquidité qui est mise sur le RMM. Aujourd'hui, on a la version 1. La version 2, sur laquelle on travaille, permettra d'avoir justement une liquidité agrégée, aggregated, qui sera beaucoup plus importante. Donc, voilà, en fait, la différence que disait Jean-Marc, c'est, excusez-moi Jean-Marc de vous couper, oui. ou te couper si on est au Québec, c'est de dire que en fait, on a aujourd'hui, on a fait un test avec un certain nombre de propriétés, toutes les propriétés n'y sont pas. C'est pour ça que un certain nombre de personnes qui sont rentrées récemment se disent, bah, moi je peux pas faire d'RMM. Bah oui, bien sûr, puisque ta propriété n'est pas listée. Par contre, là, la version, c'est d'aller lister toutes les propriétés. Et après, ben, l'offre et la demande, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand on prend le tableau, on dit, ben, tiens, moi, si je dépose du DAI, si je lis bien le tableau, je vais avoir un APY, c'est-à-dire je vais avoir un taux d'intérêt annuel de l'ordre de 5,82 si je dépose du DAI. Je lis bien le tableau, Jean-Marc? C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Ce tableau a été fait il y a quelques mois, mais c'est exactement ça. Que veut la logique de cette dynamique qui a été vraiment consacrée par AAV, la compagnie AAV qui a lancé ça et qui est le leader mondial aujourd'hui des plateformes de lending et qui a créé ce système. Maintenant, il y a des agrégateurs comme OneInch, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Le but, c'est quoi? C'est que, très bien, mettez plus d'actifs. Plus vous mettez d'actifs, plus le taux d'intérêt va augmenter. Au bout d'un moment, les gens vont dire, mais attendez, évidemment que je vais prêter, donc je vais mettre à ce taux-là, je vais mettre plus de liquidité et ça va refaire baisser le taux. Donc, il y a cette balance qui se fait. Chez Realty, on a préféré attendre qu'on ait vraiment accès à beaucoup de liquidité afin que les taux ne s'envolent jamais vers un certain montant, dépasser une certaine truc. Donc, c'est pour ça qu'on y va étape par étape. Voilà. Donc, l'emprunt est quelque chose maintenant qu'on fait à l'échelle de son token, si on veut le faire ou pas. C'est au choix. Et ça ne met pas en risque ou en danger la propriété. Dans le pire des cas, c'est le token qui est liquidé et non pas la propriété. Maintenant, ça marche évidemment. Voilà, très bien. Donc, évidemment, il y a un dashboard aussi sur Realty. Et là, on va y venir parce que ce dashboard-là que vous voyez est un dashboard communautaire. Ce n'est pas Realty qui l'a créé. C'est important. Pourquoi? Parce que justement, en étant sur blockchain, en ayant toutes les transactions, n'importe qui peut développer une application, une DApp, qui va swiper les informations, prendre les informations de la blockchain pour créer son interface. Et ainsi, ça, je le montre, mais il y a plein d'autres applications qui ont été créées basées sur les transactions, sur la distribution de loyers que l'on fait de façon hebdomadaire. Et puis, ainsi, il y a des classifications, la propriété qui a rapporté le plus, la propriété qui a le plus souvent de rénovation, la propriété qui a ceci ou qui a cela. Il y a des classifications qui se sont faites. Mais, est-ce que j'ai bien mis? Non, je n'ai pas mis celle que je voulais vous montrer, donc on va arrêter ça. Très bien. Et je vais arrêter de présenter. Stop. Voilà. Mais il y a d'autres possibilités. On a parlé de l'emprunt, on a parlé de la vente et de la liquidité à travers les marchés secondaires. Nous travaillons aussi aujourd'hui sur une assurance locative. C'est-à-dire qu'on dit qu'une propriété de high yield rapporte du 8%, du 9%. On sacrifie un point, mais tant qu'on a sacrifié ce point pour la semaine, donc c'est à la semaine, on est sûr d'avoir notre distribution. C'est une assurance. Et cette assurance, elle est décentralisée. Nous avons fait la preuve du concept en 2022.
Aujourd'hui, on l'a annulé parce que l'interface était quand même complexe. Donc, on est en train de redessiner l'algorithme et la preuve et l'interface utilisateur. Mais ça permet quoi? Ça permet, on sacrifie un point, on paye une prime et on est sûr d'avoir son loyer. Et on peut le choisir sur une semaine, on peut le choisir sur 6 mois, on est bloqué, on paye tout le temps le truc. Maintenant, et c'est ça la force de la décentralisation de la blockchain, on combine les deux. Aujourd'hui, le taux de la valeur, on peut avoir un emprunt sur Ilti de 50 à 60% seulement. C'est un curseur que l'on fixe nous-mêmes, mais on l'a mis volontairement pour être conservateur. Ceci étant, si quelqu'un a une assurance et s'est engagé sur l'année, on est sûr qu'il va avoir sa rentabilité, qu'il va avoir sa distribution, donc il pourra payer les intérêts. À ce moment-là, à la place de pouvoir emprunter que 60%, peut-être pourra-t-il emprunter jusqu'à 80 ou 85%. C'est la combinaison des différents protocoles et des différents apps qui créent plus que la somme des protocoles. Ce sont des instruments puissants. Oui, j'ai une petite question. Qui est provider de… Là, vous avez demandé à des gens d'être assureurs. Enfin, je m'explique, on a ça sur tous les protocoles d'assurance DeFi. Bon, ok, je vois votre sourire, donc je ne vais pas poursuivre la question. Vous avez compris la question. C'est décentralisé aussi. On peut être assureur et assuré. Et on peut être les deux ou se permettre d'être assureur sur certaines propriétés et de s'assurer sur la sienne. C'est vraiment au choix. Donc, c'est exactement sur le même système que le RMM ou que les DEX. Une fois qu'on en a compris un, on les comprend tous. D'accord. OK. Oui, d'autant plus, là, on a des vraies stratégies. Voilà. OK. Oui, on a des vraies stratégies, donc voilà, dans l'offre que l'on fait aujourd'hui, on a une stratégie, on va dire basique avec Realty, mais c'est sûr que pour des clients qui vont vouloir faire des stratégies un peu plus complexes et tirer la quintessence de ce que vous offrez, effectivement, il faudrait qu'on affine ces points-là. Alors c'est bien, les questions commencent à s'empiler, donc on a plein de questions pour la suite. On était dans l'inattendu, Jean-Marc. Est-ce que dans l'inattendu, on a fait le tour? On a vu donc les nouveaux acteurs qui profiteront de votre plateforme. On a vu le RMM avec la version 2 du RMM qui va arriver bientôt. Et puis bientôt, c'est quoi? C'est mars-avril? La version 2, c'est mars. Plus mars que février-mars. D'accord. D'accord. Oui. Assurance locative décentralisée. Donc là encore, on est dans les nouvelles, dans les annonces et ainsi de suite. Et surtout, moi, je vois dans les stratégies, parce que moi, je vois tout de suite toutes les stratégies qu'il y a derrière. Voilà, et c'est là où ça fume. Et ensuite, est-ce qu'on a encore d'autres éléments? Parce qu'on avait prévu avec Jean-Marc de vous faire une présentation, après l'inattendu, et puis après les questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Jean-Marc, sur ce sujet-là, avant qu'on passe aux questions? Aujourd'hui, nous tokenisons des propriétés individuelles. Que ce soit des maisons single family residence, monofamiliales, unifamiliales, je ne sais pas comment on dit, ou des multifamilles, des multirésidentielles. Mais nous regardons aussi la possibilité de tokeniser des fonds immobiliers. D'accord. Et ça a beaucoup d'avantages. Ça a également des désavantages dans la gouvernance. Je vous explique. Dans le cas de Realty où tout le monde veut vendre, c'est simple. On met la propriété en vente. Si nous tokenisons un fonds immobilier, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde veut vendre? Là, par contre, c'est une histoire. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore fait, parce qu'il faut négocier cette gouvernance, qui est compliquée. Mais ça, c'est un autre inattendu qui apparaîtra et qui changera à nouveau le marché. Et quand je dis que peut-être c'est quelque chose, et peut-être, vraiment, je ne suis pas expert européen, mais c'est peut-être quelque chose que l'on peut regarder pour accompagner ou que des SCPI ou des acteurs qui peuvent profiter de cette technologie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive aussi. Voilà, par exemple, j'ai invité quelques personnes qui travaillent dans des SCPI à être présents aujourd'hui. Si elles ne le sont pas, elles auront le lien vers la vidéo du replay, puisque pour avoir accès au replay, il faut être inscrit, puisque cette vidéo n'a pas forcément volonté d'être publique. Et donc ça sera intéressant pour eux d'avoir ces éléments-là. Je vous propose, Jean-Marc, sauf indication contraire, qu'on passe un peu aux questions. Avec plaisir. Surtout qu'il y a des questions très intéressantes. Alors, on va commencer par Djibril. Dans le petit panneau de configuration, il y a un panneau questions et on va commencer par Djibril qui avait posé une question sur le modèle à venir en Europe. Ne vous inquiétez pas, Jean-Marc, si vous embêtez pas avec les questions, je vous les fais les unes après les autres. Quel est le modèle à venir en Europe? Alors, en Europe, évidemment, le modèle, comme je l'ai dit, ne fonctionne pas à cause des droits de mutation.
Le token peut être reconnu, la valeur mobilière peut être reconnue en tant que security token d'une certaine façon. Là, il y a cette harmonisation européenne qui arrive. Toutefois, surtout en France, il y a les droits de mutation à chaque fois qu'on achète et on vend un token. Alors le modèle, c'est quoi? C'est de dire, bah, si jamais j'ai 5%, et on sent, parce que c'est une compagnie à prépondérance immobilière, c'est 5%, sinon c'est 1%, de toute façon, on s'en fout, parce que le minimum, c'est 25 euros, soit 1% ou 5%. Donc, 25 euros, un token à 50 euros ou moins, eh ben, si à chaque fois qu'on l'achète et qu'on le vend, il faut payer 25 euros, ça enlève. Maintenant, si c'est 10 000 euros ou 100 000 euros, on paye 5%. Même ça fait mal à chaque fois si on veut quelque chose de liquide. Mais pour permettre de démocratiser l'investissement immobilier à hauteur de 50 euros qu'on ferait régulièrement, par exemple, ça ne marche pas à cause de ces droits d'enregistrement. Il y a plusieurs modèles qui arrivent, il y a beaucoup de tests de dire on va vendre un token qui sera utilitaire et qui ne sera pas une valeur mobilière, qui va représenter je ne sais quoi. Chez Realty, on s'est refusé de faire ça, vraiment refusé. On aurait pu le faire depuis 1 an et demi maintenant, on n'a jamais voulu faire ça, on veut vraiment donner une offre de valeur mobilière d'une façon ou d'une autre, mais qui est un carcan juridique existant pour rassurer l'investisseur, pour qu'il ait vraiment quelque chose en main. Quel est le modèle aujourd'hui en Europe? C'est compliqué, c'est difficile, on travaille dessus depuis plus d'1 an. On pense avoir trouvé une bonne solution pour vous, mais rien n'est certain. Donc, j'ai pensé l'avoir trouvé plus de 4 fois déjà. Donc, on est à la 5e itération. Nous verrons. Mais ça arrivera. Dans le temps, ça arrivera parce que le modèle est juste trop avantageux. Aussi bien. Et un modèle tel que la tokenisation appliquée à une SCPI permettra aux acteurs des SCPI de dégager les mêmes marges en chargeant moins de frais. J'en suis convaincu. Mais on n'y est pas aujourd'hui. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, quand on a mis en place ce webinaire, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, l'offre Realty et l'offre des SCPI est une offre tout à fait complémentaire. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, c'est une offre tout à fait complémentaire. Aujourd'hui, j'ai de l'immobilier tertiaire en Europe, enfin en France et en Europe avec mes SCPI. J'ai certains avantages, je peux démembrer, choses comme ça. Chez Realty, j'ai accès à l'immobilier classé dans des villes du nord-est américain et qui sont identifiés, sur lesquels il y a une expertise des frères Jacobson. C'est des choses qui sont totalement complémentaires. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller les opposer. Demain, on verra comment on peut mixer tout ça. En tout cas, moi, je l'espère. J'espère qu'on pourra mixer. C'est ce que j'aimerais faire, c'est les mixer. C'est voilà. Vraiment ça. Bon, moi, chez les SCPI, c'est un domaine sur lequel j'interviens depuis 1994, donc bon, j'ai un tout petit peu de recul, et j'ai connu justement le marché complètement figé, et c'était à l'époque l'ancêtre de Perial qui a commencé à faire un marché de gré à gré, un marché à l'époque qui était gris, pour débloquer le marché. Voilà. D'ailleurs, il y a une question de Bruno qui nous dit est-ce que le premier dépôt sur le RMM de 1,5 million est de Realty? Je me souviens plus des détails. Il y a eu des dépôts que Realty a fait en grosse partie. Oui, on en a mis beaucoup. Il y en a d'autres qui sont venus d'autres investisseurs. Je ne sais plus le breakdown et les détails. Il y en a qui, voilà. Il y a des institutionnels qui sont, enfin des particuliers, des baleines et voilà qui sont venus aussi. Pour financer, là, Joris me pose une question pour financer, il découvre que les loyers sont hebdomadaires. Donc, oui, Joris, oui, je vous confirme, je reçois mes loyers, moi aussi, de manière hebdomadaire. Pour financer le paiement hebdomadaire de la rémunération des tokens, les locataires payent-ils le loyer de manière hebdomadaire? Je ne crois pas, mais voilà, allons-y. Alors, donc, le loyer est mensuel. Et on fait beaucoup de propriétés subventionnées. Enfin, c'est le locataire qui est subventionné par l'État, ce qu'on appelle la S8, la section 8 du HUD. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui paye directement le loyer dans ce cas-là, sur notre compte. Et ça se fait de façon mensuelle. Toutefois, chez Realty, au début, nous distribuions tous les jours avec 1 mois de retard, mais nous divisions par 30 ou par 31 le nombre de le loyer reçu, on le donnait tous les jours. Bon, il y a eu des complexités administratives, ça faisait un volume, on s'est mis sur une distribution hebdomadaire. Pourquoi? Et comment est-ce que ça marche? Le locataire paye son loyer mois 1 et nous, le mois 2, on donne toutes les semaines ce qu'on a reçu le mois 1.
Ça permet à ceux qui rentrent à un moment X, par exemple un mardi ou un mercredi, d'avoir dès le lundi leur loyer. Et comme, il y a quand même, je ne veux pas dire une gratification instantanée, mais ils peuvent tout de suite voir le résultat de la blockchain. Ensuite, ça permet d'avoir plus de liquidité et surtout, ça permet à des gens d'investir un lundi, d'attendre la semaine pour tester la chose. Au bout du lundi d'après, ils ne sont pas contents, eh bien, ou ils n'aiment pas le projet, c'est possible, hein, on essaye, mais eh bien, ils peuvent revendre et garder le loyer qu'ils ont reçu pendant la semaine. Donc, c'est des propositions liquides puissantes, faciles, et la distribution hebdomadaire a des avantages à la fois marketing et à la fois financière quand on les réinvestit, comme par exemple dans la maison de réinvestissement. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, Louis-Alexandre, et dont j'aimerais dire un petit mot rapide. Oui, allez-y justement. Quand on investit dans l'immobilier, on a un revenu simple. Donc, quand on investit dans une banque, on a un paiement d'intérêt, mais celui-ci est composé. Toutes les années, on paye des intérêts sur la nouvelle balance qui se fait, incluant les intérêts reçus. Dans l'immobilier, ça ne marche pas comme ça. Toutefois, ce qu'on a fait chez Realty, c'est qu'on a permis aux gens, à la place de recevoir le loyer en stablecoin, donc en cash, l'équivalent cash, on va dire, ils peuvent réinvestir immédiatement dans un token d'une autre propriété, sans frais. Donc, en ce faisant, ils composent, et ce sont des propriétés destinées qui ne peuvent être achetées que de cette façon-là, qu'avec le revenu locatif des autres propriétés. Et donc, en faisant ça, on compose le revenu du token holder et ça permet de grandir beaucoup plus rapidement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à faire en dehors de la tokenisation. Je ne vois pas comment même est-ce que c'est possible. Donc, voilà, on passe en intérêt composé. C'est la différence mathématique, on passe en intérêt composé mensuel. Et donc là, on augmente là aussi le rendement. Un intérêt annuel, un APY qui est, s'il est composé ou non, ne va pas vous donner la même performance à la fin de l'année. Et maintenant, on mélange les trois. Intérêt composé, assurance et RMM. Faites le calcul. Il y a une petite question de Philippe, mais je vais y répondre moi-même parce que c'est bon. Comment distinguer si la tokenisation immobilière relève de la législation immobilière ou de la finance avec AMF? Et je vais même vous dire qu'il y a aussi la CPR qu'il ne faut pas oublier. Donc, ça relève de plusieurs législations de toute façon, parce que le sous-jacent étant un bien immobilier, eh bien, on a la législation immobilière. Et puis, par la suite, comme on tokenise et qu'on a un actif dit, entre guillemets, financier, puisque c'est un security token, eh bien, on est aussi géré par l'AMF. D'ailleurs, à cet égard, l'AMF est allé intervenir il y a quelques semaines par rapport à un certain nombre d'offres de tokenisation immobilière, entre guillemets, qui ont lieu en France, sur lesquelles moi j'étais un tout petit peu réservé, puisqu'on n'avait pas tellement accès à la propriété, et je pense qu'elle a bien fait de faire une mise au point, ce qui permet aux acteurs sérieux de dire bah nous on fait comme ci ou comme ça, et puis des acteurs peut-être un petit peu moins sérieux d'éviter de raconter un peu n'importe quoi. D'ailleurs, à ce titre, comment ça se passe pour la gestion des propriétés? C'est-à-dire, vous avez une équipe dédiée, vous avez des partenariats locaux, vous allez avec votre caisse à outils à Cleveland, à Détroit ou à Chicago réparer les chaudières. Non, c'était un peu d'humour. Non, mais moi j'ai fait ça pendant 20 ans, hein, Louis-Alexandre. Donc, je me suis occupé de la gestion du patrimoine qu'on avait créé pendant 20 ans. La gestion immobilière, c'est ce que j'ai fait. J'ai grandi dans ça. De ma jeunesse jusqu'à beaucoup moins jeune. Donc, effectivement, c'est une expertise qu'on a, mais non, ce n'est pas Realty qui fait la gestion. Quand on a vendu notre portefeuille, et moi, on ne voulait plus vraiment refaire ça. Chaque propriété est gérée par un professionnel, property manager, local dans la ville. On en prend 2 par ville minimum pour les mettre un peu en compétition, pour s'assurer qu'on ait un backup au cas où il y ait une mauvaise entente. Comme on est expert quand même, on sait quelles questions poser, on sait lire les comptes, on sait vérifier, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche, mais ce sont des professionnels qui gèrent l'immobilier. Et vous avez absolument raison d'en parler. Dans l'immobilier, d'après mon expérience, les profits se font à l'acquisition et dans la gestion. L'exit se fait toute seule le moment venu. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors j'ai une question, je n'ai pas encore tout à fait compris l'exact but, mais je vous l'ai dit quand même, quand une maison est tokenisée,
Doit-on faire une déclaration au cadastre, par exemple, car s'il y a déjà une hypothèque, alors il y a une contradiction. Donc, comment ça se passe aujourd'hui au niveau du droit américain sur les éventuelles garanties qui auraient été prises sur un bien que vous achetez? Je pense qu'il y a une purge ou en tout cas une interrogation. Non. Aujourd'hui, le token est une action de la société qui détient le bien. La personne qui est inscrite dans le registre foncier, dans le cadastre, c'est la société. Donc, vous êtes actionnaire. 100% des actions sont détenues par les token holders. Donc, puisque c'est le but, une action, la seule façon de devenir actionnaire, c'est d'acheter le token. C'est dans les bylaws de la compagnie, de la société. Donc, dans le cadastre, c'est bel et bien la société qui est enregistrée comme propriétaire. Vous avez les actions. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'AMF, nous sommes absolument sous leur contrôle, sous leur autorité. Nous sommes des valeurs mobilières. Aujourd'hui, il est impossible d'être considéré actif numérique et valeur mobilière simultanément. C'est mutuellement exclusif. D'accord. Ok. Alors, on a Philippe vous félicite d'être aussi en forme à 6 h du matin. Il est aussi à Québec, lui. Merci. Il n'est pas aussi en forme. Omar nous pose la question, quelles sont les obligations de KYC et fiscales pour un futur token holder qui n'est pas français? Il est au Sénégal, pour le coup, Omar. Oui. Le KYC est absolu. KYC est nécessaire, absolu. Il est absolu. Ce sont des security tokens. Il n'y a pas d'anonymat du tout. À tout moment, on sait qui a quoi. Le registre des sociétés est tenu par la blockchain et notre technologie. On a le nom, on a la personne, c'est imprimé tous les jours, c'est mis à chaque mouvement, on met à jour le registre et tout ça est archivé pour le régulateur. Donc, c'est un devoir absolu. Voilà. Il est impossible d'acheter un real token s'il n'y a pas le KYC. Il est impossible de vendre un real token à quelqu'un qui n'a pas fait la procédure d'un KYC. Très bien. Alors, Omar me pose la même question. Est-ce qu'il est possible d'intervenir en termes de personne morale ou de personne physique? Oui, Omar, bien sûr, puisque moi, je le fais à titre de personne morale, personne physique, parce que j'aime bien aller voir le même service et avec mes 2 souscriptions pour voir comment ils gèrent un peu le truc, parce que c'est toujours très drôle. C'est là qu'on voit que c'est souple ou pas. Ça fonctionne très bien d'être aussi bien. Moi, quand je me connecte, j'ai les 2 positions. Soit je me mets avec mon compte personne privé ou mon compte personne morale, ça fonctionne très bien. Mais j'ai une question, Jean-Marc, pour vous qui est, à mon avis, qui va creuser sur l'essentiel. C'est Jérémy qui nous pose cette question. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais on a très peu parlé de la valeur du token. En théorie, je suppose qu'il est indexé sur la valeur du bien immobilier. Si oui, qui expertise la valeur des biens et à quelle fréquence? Alors, c'est la base même de Realty et c'est une question fondamentale. Merci. Nous avons un marché secondaire dans lequel les gens peuvent acheter et vendre le token. En général, dans un marché secondaire, les gens, moi j'ai un bien, je le vends au prix que je veux. Hein. Je peux le vendre moins cher ou plus cher. Ça détruit un peu le but quand même d'un marché immobilier qui se veut être avoir une valorisation plus conservatrice dans le temps et qu'on peut garder longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur Realty? On achète une propriété et là, par contre, c'est facile de voir les comparatifs sur Internet, sur trucs, c'est ce qu'on a bien acheté ou pas. On pense qu'on sait y faire. Mais une fois par an, nous mandatons un valuateur professionnel qui travaille souvent pour les banques quand ils doivent faire des hypothèques et autres. Et on les mandate pour faire une évaluation de la propriété. Par propriété, une fois par an, chaque propriété. Cette évaluation est mise sur le site Internet, dans la section correspondante à la propriété, avec l'étude entière, les comparatifs, les transactions récentes dans le quartier, l'état de la propriété, les rénovations s'il y en a eu, etc. Le voisinage et ce qu'on veut. Et à force de cette évaluation, on rajoute à ça ce qui reste du budget de rénovation, s'il a été utilisé ou pas, etc. Et on a la valeur du token. Qu'est-ce que cette valeur? C'est une valeur plus qu'indicative. Elle est indicative sur les marchés secondaires, certes, mais c'est aussi la valeur à laquelle l'émetteur se propose de racheter dans certaines limites le token si on veut le revendre par le marché primaire. Alors, le marché primaire est plus cher. Il y a des commissions. C'est un travail administratif plus lourd qu'une transaction sur un marché secondaire, donc il y a des frais de 3%. Donc là, les gens préfèrent le marché secondaire. Mais l'avantage de ça, c'est quoi?
c'est que ça encadre la valorisation du token pendant 1 an. Mais alors, si jamais il y a une catastrophe économique, s'il y a des ovnis qui viennent, s'il y a une guerre, etc., on fera une évaluation plus fréquente. Mais aujourd'hui, c'est 1 fois par an. Et on voit des tokens des fois qui sont achetés le lundi et le mardi sont revendus à 10% de plus. Ça part, ça se vend. Il y en a qui achètent le lundi et qui vendent à 2% ou 1% moins cher le lendemain parce qu'ils ont un retour sur les cartes de crédit, le cashback, etc. Bon, c'est pas trop mon truc, mais on l'a vu aussi. Donc, mais il y a quand même cet encadrement du prix parce que si ça descend trop en death spiral, ça marche pas parce qu'il y a de l'immobilier et l'émetteur se propose de racheter certains tokens à un prix. Donc déjà, il n'y a plus cette possibilité de death spiral. Et de la même façon, ça ne peut pas non plus aller vers des montants incroyables puisque souvent, il y a ce qu'on appelle les ventes sauvages, c'est-à-dire que justement, quand on a racheté les tokens, quand l'émetteur a racheté les tokens, ben, il les remet en vente quelques mois après au prix de l'évaluation. Donc à partir de ce moment-là, le prix qui peut s'envoler, ça me paraît, c'est encadré, on va dire. Voilà, il y a un range qui est respecté. D'accord. C'est comme ça qu'on a décidé de le traiter. Ok. Donc, on a encore une petite question, même si je voulais faire quand même ce partage-là. On a quand même encore une petite question qui était portée sur la régulation. Quelle autorité surveille, contrôle ou régule Realty à ce jour? Alors, il faut distinguer Realty, la compagnie technologique, la plateforme technologique, et les sociétés qui sont tokenisées, qui détiennent l'immobilier. Realty est une plateforme d'échange. Les sociétés elles-mêmes qui détiennent le bien immobilier et qui sont donc des valeurs mobilières qui sont vendues est soumise aux régulateurs des valeurs mobilières des pays dans lesquels nous sommes actifs à un certain volume. Donc, on travaille, on doit avoir des obligations de la SEC aux États-Unis. On essaie de travailler avec les exemptions, les machins, les trucs. On essaie de faire quelque chose d'intelligent, mais la SEC a toujours le droit de venir à tout moment et dire montrez-moi vos livres, montrez-moi vos trucs, etc. À tout moment. Donc, on doit avoir tout en ordre. C'est pour ça qu'on a un département de Legals and Compliance de 6 personnes. C'est le plus gros Realty. Maintenant, si jamais on est actif dans un autre pays, tant qu'on a une petite pénétration, 1, 2, 3 token holders, généralement, il n'y a aucun pays qui nous regarde. Si on commence à avoir plus d'un certain nombre d'investisseurs ou de gens même qui regardent la possibilité d'investir, 100 à 150 personnes en France, par exemple, on doit avoir une autorisation de l'AMF. Et après, il y a d'autres façons de faire, mais nous, à Realty, on a beaucoup plus que 150 token holders aujourd'hui en France par propriété. Donc, nous devons soumettre un 10. Nous devons utiliser des sociétés limitées par des capitaux, des sociétés de capitaux, donc pas de SARL, pas de LLC, mais des SA, donc des C Corp. Et on doit soumettre un 10 toutes les semaines, à chaque vente immobilière à l'AMF. Ce 10 a été, il y a eu des allers-retours, on essaie de le faire le plus complet possible. On inclut même le prospectus qu'on est obligé de faire pour la SEC, on inclut même le prospectus américain dans le 10. Donc le 10 fait une petite dizaine de pages, le prospectus en fait 80. Donc voilà, donc on doit être en réglementation dans tous les pays dans lesquels nous avons une activité, une véritable activité. Et chaque pays a ses propres normes, hein. Il faut le savoir, ça aussi. Oui, ça, on en est bien conscient. Il y a une question de Jérémy, mais auquel je vais répondre, et Jean-Marc, si je dis une bêtise, vous me corrigerez. Jean-Marc a parlé d'un marché primaire sur lequel l'émetteur peut acheter le token avec des frais à 3%. Qui est l'émetteur? Je n'ai pas bien saisi. Peut-il expliquer ce point? L'émetteur, c'est qui? C'est Realty. Tout simplement, c'est Realty qui se donne la possibilité, si c'est possible, de racheter le token avec une décote de 3%, qui sont des frais. Comment vous décidez de vous porter acquéreur ou non de ce type de ces tokens? Comment vous décidez d'une manière ou d'une autre d'apporter de la liquidité en quelque sorte à des vendeurs?
Alors, l'émetteur, dans le cas là, c'est par l'entremise de Realty, oui, mais l'émetteur, c'est celui qui a émis le token. À la base, c'est la société qui détient le bien immobilier. C'est lui qui émet D'accord. ses actions et ça passe par Realty. Maintenant, comment est-ce qu'on décide? En fait, quand on émet un token, on fait une sorte de, on a une entente en disant, et c'est ce qu'on fera avec les preneurs, en disant, écoutez, le but, c'est d'avoir le marché secondaire, c'est certain. L'immobilier est un investissement long terme, on le comprend tous. Le but de la tokenisation, c'est quand même d'offrir une certaine liquidité et d'avoir justement l'ancrage dans le prix, dans la valeur du marché. Donc, il y a une entente qui se fait par société et qu'on fera aussi avec les professionnels qui viendront. Dans un certain pourcentage, aussi faible soit-il, l'émetteur promet de racheter 1% ou 2% des tokens par mois ou par an maximum. Selon les émetteurs, on parle. Là, jusqu'à la sterility, dans les cas des professionnels qui arrivent, c'est un peu plus compliqué, mais ça permet d'avoir cet ancrage du prix qui est vraiment le premier et le seul but. Ensuite, ce n'est pas non plus une pénalisation pour l'émetteur ou le professionnel qui vend son bien, puisque en reprenant les actions, donc les tokens, nous les revendons après, quelques mois après, sur le marché, directement à travers Realty, ce qu'on appelle les ventes sauvages, parce qu'elles sont imprévisibles. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il nous reste 4 minutes et j'avoue que les questions ont été à la hauteur de l'enjeu. Je vous remercie beaucoup. Donc, pour bien comprendre, et là, j'en remets un petit coup de projecteur sur Montaigne Conseil. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans cette approche-là, pourquoi on s'intéresse à Realty? Parce que c'est le mariage. Nous aussi, on en est arrivé, hein, on en rêve d'ailleurs pour pas mal d'actifs, le mariage entre l'immobilier et la blockchain. Vous avez compris que la blockchain, on peut faire des choses extrêmement centralisées. Ça peut s'appeler Binance, ça peut s'appeler FTX et Celsius ou d'autres. On peut faire des choses extrêmement décentralisées. Comprenez que dans la décentralisation, je ne vais pas parler de smart, mais contract, mais plutôt des contrats automatiques. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de automatic market maker. Le marché, il n'est pas intelligent. Il organise des choses de manière automatisée, de manière décentralisée. Je vais terminer par une petite question sur un token de gouvernance qui est toujours une question qu'on pose quand on a des projets blockchain. Token de gouvernance ou token spécifique à la plateforme. Je sais qu'il y a un vaste sujet sur la question, Jean-Marc. Est-ce qu'on pourrait terminer par ce petit sujet-là que j'ai vu émerger lors de différentes discussions? Oui, alors nous travaillons sur notre token de gouvernance. Nous voulons qu'il ait réellement une utilité réelle et qui enrichit l'écosystème de Realty. Nous avons toute une roadmap dessus qui est très ambitieuse et qui n'est pas prête. Donc notre token de gouvernance va exister, on le travaille et on l'enrichit. Ça sera prêt fin de cette année ou plus tôt, probablement 2024.